Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de 20 heures, les lundis et vendredis, de votre émission Café Mort. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, c'est on accueille des gens qui font la France d'aujourd'hui, de demain, qui œuvrent sur les deux rives, en clair, qui créent de la plus-value universelle. Et donc ce soir, dans ce cadre-là, on va accueillir un écrivain, quelqu'un que vous connaissez certainement, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. On va accueillir Babou Krajdi, bonsoir. Bonsoir. Alors Babou Krajdi, je tenais moi depuis longtemps à ce que vous veniez dans cette émission parce que je connais votre engagement, hein, donc depuis le Loi des âmes que vous avez écrit, c'est ça? Oui. Hein, c'est le premier livre. Hein, le poids d'une âme, oui, tout à fait. Voilà, le poids d'une âme. Et ensuite, il y a le petit Balik, la petite Balika. Mais avant de venir sur l'écriture et tout, moi, je trouve qu'effectivement, vous correspondez bien un peu à ces gens qui font cette société, qui font des choses, mais qui sont humbles et qui restent discrets. Et depuis toujours, j'ai toujours été assez, moi, on va dire, impressionné par votre écriture, par votre façon d'écrire, parce que on va revenir même dans la BD et tout ça. Mais avant de voir comment vous êtes arrivé là, c'est quoi? C'est qui est Babou Krajdi? Comment vous êtes, de quelle origine vous êtes? Vous avez grandi où? Voilà. Alors, de quelle origine? Mes deux parents sont algériens, plus précisément en petite Kabylie. J'ai grandi dans une banlieue en Essonne. Parmi une famille nombreuse, on était 11 enfants. Voilà, mes parents m'ont appris plein de choses, dont, entre autres, quelques valeurs, dont l'humilité, le travail, le dépassement de soi, l'envie de se dépasser soi-même, mais sans écraser les autres. Et voilà, c'est ce genre de choses-là qui sont mes socles aujourd'hui de valeurs. Donc ouais, ça fait quoi de grandir dans une famille de 11 enfants? Au début, quand on est petit, c'est un peu, moi j'ai dans des témoins nombreux, mais et alors attendez, je vous précise, il n'est pas invité parce qu'il est kabyle, on est de la même région, et c'est un plaisir, au contraire, c'est une fierté d'être de la même région que quelqu'un qui fait des choses et qui a cette humilité, c'est la réalité. Mais ça fait quoi? Parce que c'est vrai, quand on est petit, c'est un peu compliqué d'être nombreux. Oui, surtout je suis le 10e parmi 11, donc j'étais parmi les plus petits, et peut-être ça qui a été le premier acte fondateur de l'écriture chez moi, parce que pour se faire entendre, il fallait mouliner, et quand on est petit, on ne nous écoute pas forcément, et donc du coup, pour se faire entendre, une page blanche, quelque part, c'est un camarade toujours accueillant. Donc voilà, c'est peut-être aussi l'un des déclics parmi tellement d'autres qui m'ont conduit à l'écriture. Alors vos parents vous poussaient aux études comme tous les parents, ils poussaient fortement, parce que là on va parler de votre parcours, ça s'est passé comment alors l'enfance de Babou Krajdi? Alors mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou très peu, en Algérie, et du coup ils avaient cette fascination assez abstraite d'ailleurs, hein, pour l'école, tout ce qui était écrit, parce qu'ils n'y avaient pas eux-mêmes accès. Donc ils nous disaient toujours: soyez les meilleurs, vraiment, et même en ajoutant meilleurs que les Français, quoi. Ils nous poussaient tout le temps. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir des grands frères, des grandes sœurs qui étaient très bons à l'école, et du coup, ça nous a entraînés vers le haut, à la fois leur discours et l'entraînement des aînés. Et du coup, moi, quand j'atterrissais dans une classe, on me disait: ah, tu es un Rachedi, donc tu es un bon élève. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs personnes en banlieue souffrent au contraire d'un déficit d'image. On leur dit: voilà, vous n'êtes que des moins que rien, l'avenir n'est pas pour vous. Moi, au moins, je n'ai pas eu à souffrir de ce genre de problème d'image, de dévalorisation de l'image. Alors donc vous avez un parcours scolaire à peu près. Vous avez un modèle dans vos frères et sœurs. Il y a en particulier une sœur qui devait vous suivre. Tous, vraiment. Alors tous sont des modèles à différents niveaux. Je les admire tous, frères, sœurs, parents. Ils ont tous été admirables. Donc du coup, je me sens comme un privilégié. Alors on dépeint parfois la banlieue comme un lieu qui cumule beaucoup de handicap, et à juste titre, collectivement c'est le cas, mais moi j'étais dans un îlot, un cocon familial, mais comme il existe beaucoup de familles formidables aussi en banlieue, et c'est aussi une des façons c'est une des choses que je veux véhiculer à travers mes livres, c'est qu'il existe une autre forme que la forme médiatique, spectaculaire, réductrice, caricaturale, c'est ce que j'ai vécu. Donc j'essaye aussi de transmettre ces messages-là dans mes livres, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Alors, justement, dans vos livres, le parcours que vous avez eu, donc un parcours scolaire un peu, enfin, je sais pas
pas ordinaire quand même, hein, de bon élève, d'élèves assidus qui travaillent bien, non? Pas non plus extraordinaire. Pas- Je veux non, dire, non, mais- j'ai eu un DEA analyse économique, modélisation, méthode quantitative. J'ai eu après je n'ai rien à voir avec l'écriture, la littérature pour le coup. Moi, j'ai été analyste financier dans une société de bourse, donc c'était quelque part, je n'étais pas fait pour être écrivain. Parce que mes parents aussi et ma famille avaient ce côté raisonnable, parce que l'écriture, c'est quelque chose de très aventureux. Et médecin, avocat, c'était quand même les métiers prisés. Ce qu'il fallait faire, voilà, oui, exactement. Et la faire. finance, ça rassurait, parce que c'est quand même le lieu de l'argent. Mais voilà, c'est venu dans un second temps, parce qu'il a fallu passer par cette phase où j'ai rassuré mes parents, je me suis rassuré moi-même aussi, parce que je n'ai pas pensé tout de suite à devenir écrivain. Pour moi, c'était aussi abstrait, tout simplement parce que c'est rare d'avoir un écrivain dans son entourage. Moi, je n'en avais aucun, et donc je n'avais aucun modèle. Et d'ailleurs, c'est difficile d'avoir de modèle d'écrivain, parce que c'est une activité tellement singulière que c'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi, peut-être que je saute des étapes, que j'aime intervenir dans des milieux scolaires pour montrer aux jeunes que c'est possible, qu'un écrivain c'est fait de chair et de sang, c'est pas forcément ni mort, ni probablement, enfin très âgé, même si je vieillis depuis mes premières interventions scolaires, et que ça ne s'appelle pas forcément Michel Durand, mais qu'un Mabrouk Rachedi, qui a grandi en banlieue, a pu devenir écrivain. Alors ça, on va éviter, parce que c'est vrai que vous avez raison sur des bases vous en parlez, c'est bien, c'est votre engagement, et c'est là-dessus aussi qui nous intéresse, vous êtes quelqu'un de très engagé, toujours à l'écoute. Mais moi, sur l'écriture, je voulais revenir d'abord sur l'écriture, parce que moi-même, des fois, je vous ai sollicité pour des écrits par rapport à des remarques et tout, parce que je trouve que vous avez une finesse. Et vous avez, justement, peut-être parce que vous n'avez pas eu de modèle, vous n'avez pas eu, c'est peut-être ça qui fait le style Mabrouk Rachedi. Parce que on parle du premier livre, je sais que vous avez noté, mais je le pense sincèrement, par exemple, vous allez en parler, mais je me suis même demandé, parce que vous faites de la BD, le petit Malik, le petit Malika, un peu des fois des choses, je trouve que même comme ça, vous écrivez, vous dénaturez pas l'écriture. Il n'y a pas chez vous de faiblesse ou de facilité sémantique, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la finesse, dans la recherche. Et d'ailleurs, ceux qui vous connaissent et qui vous suivent, je vous invite à vous suivre sur les réseaux sociaux, verront que vos écrits sont toujours très subtils, tout plein de finesse et assez percutants. Ce serait très difficile de me dire modeste et de dire que vous avez raison en bloc, là, en l'occurrence. Je vous remercie de tous ces compliments. C'est pas avoir raison, c'est ce que je pense, moi. Ouais, mais merci, ça merci. Pas à votre modestie, ça c'est moi. C'est très gentil. Je prends les compliments tels qu'ils sont, et comme un signe aussi, un témoignage d'amitié, c'est très gentil. Voilà, mais je ne sais pas quoi rajouter à cela. Je n'arrive pas à être acteur et observateur de ma propre écriture. J'essaye d'apporter un peu de nuance dans mes écrits, parce que plus j'avance d'ailleurs en âge, et plus je m'aperçois que la complexité du monde n'est pas qu'une expression vide de sens et réservée à Emmanuel Macron. Non, le monde est complexe. Oui, il y a même au cœur de la pire horreur des lueurs d'humanité, et au contraire, chez les gens très bons, il peut y avoir une part très sombre. C'est ce qu'on observe en avançant. Et le tout bien contre le tout mal, ça n'existe pas. Et les gens remplis de principes qui ne les trahissent jamais, j'en ai jamais rencontré, quoi. Donc et d'ailleurs, c'est un axe de travail pour moi. Et le roman offre ce luxe extraordinaire, c'est d'offrir une profondeur de champ, parce qu'on a une certaine longueur pour s'exprimer, et ce qui peut densifier les personnages, les situations, et les faire se confronter à des difficultés où ils se révèlent dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Tout est une question de dialectique à la fin. Donc on avance qu'à un, et on se trompe, et à la fin, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes réponses? Moi, je pense plutôt qu'il y a plutôt des bonnes questions à se poser. Moi, plus j'avance dans mon parcours d'écrivain, plus je me pose de questions, et je trouve ça salutaire. Ça me fait penser à ce qu'on voit, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la physique, par exemple, et plus on avance dans la connaissance en physique, en mathématiques, et plus les questions, les champs s'ouvrent, et que ça devient abyssal, quoi. Et donc, moi, j'aime cette situation de fragilité dans laquelle nous met l'écriture, la réflexion sur soi,
Et c'est pour ça que je ne distingue pas en fait moi mes engagements par ailleurs dans mes activités d'atelier d'écriture, d'intervention scolaire et mon écriture. Tout est lié, tout est intriqué. J'essaie d'avoir aussi une écriture engagée et de plus en plus d'ailleurs. Alors, oui, on vous pose la question, c'est bien là où on retrouve le style, effectivement, la plume. Allez, parce que vous, j'ai vu, vous n'êtes pas dans le bien-pensant ou le mal-pensant, vous êtes dans une espèce de positionnement qui réinterroge les codes, qui réinterroge, parce que vous le disiez tout à l'heure, on est tous porteurs, c'est pas Star Wars, de la force obscure et le bien, on est tous porteurs du bien et du mal. Le problème, c'est comment on le développe. Et effectivement, vous avez raison, et vous le dites dans vos écrits, on voit bien, on sent bien, c'est que c'est plus de l'interrogation que du jugement, et on est effectivement dans une fait qu'on peut avoir des compromis, c'est pas de la compromission, c'est-à-dire que on peut avoir des principes qui sont pas bons et qu'il faut revenir dessus. Donc il ne faut pas dire c'est-à-dire que à l'arrivée, on sent que vous êtes plus dans quelque chose pour construire, pour essayer de dire, amener les gens, et d'ailleurs on va y venir dans les ateliers d'écriture, amener les gens à se réinterroger, à utiliser les mots avec du sens et non pas comme des choses qu'on aligne, comme souvent les gens font un peu de clichés et ils pensent que ça fait un livre. Vous, c'est plus des choses qui sont en plus dans le sens et la profondeur, j'ai l'impression. J'admire beaucoup d'écrivains et donc je n'essaie pas de me distinguer du lot des écrivains qui... Alors, oui, non, mais voilà, exactement, aussi, parce qu'il y a les vrais écrivains, plein bien sûr, de bons livres qui sont très bien écrits et probablement aussi mieux que les miens. Donc bien sûr, non, mais oui, vraiment, plus j'avance et plus les failles humainement dans ma relation interpersonnelle avec les gens ou même dans mon écriture, quelque chose qui me travaille parce qu'on le voit avec les temps qui changent aujourd'hui, même en France, hein, d'un point de vue même collectif. On l'a vu récemment avec l'actualité très tragique où on se révèle, nous, individuellement et en tant que société. Donc c'est obligatoire, enfin moi en tant qu'individu et en tant que personne qui réfléchit et qui essaye de réfléchir en tout cas sur le monde, juste de s'interroger parce que plein de choses m'ont bousculé ces derniers temps et ont fait naître des doutes, quelques, malgré tout, jalons posés aussi. Je n'ose pas parler de certitude parce que voilà, mais j'essaie d'avancer malgré tout avec quelques jalons assez solides. Mais oui, c'est une interrogation perpétuelle. Oui, je me méfie des gens remplis de ces certitudes qui déversent leur quête vérité. Pour parler une chose bête, même parler de petites choses qui peuvent vraiment changer un destin et qui rendent modeste pour le coup. Moi, j'ai grandi dans une rue où à 50 mètres près, même à 20 mètres près, si je grandissais de l'autre côté de la rue, on était dans un établissement scolaire qui était celui de la cité et qui était connu pour avoir un plus mauvais enseignement, niveau. Et du coup, à 20 mètres près, j'ai eu des meilleures conditions d'enseignement, ce qui change tout, en fait, dans une vie. Et donc, se dire, parfois, les choses tiennent à si peu. Et donc, ça rend modeste aussi sur le jugement vis-à-vis d'autrui, parce qu'il faut parfois une conjonction d'événements qui nous dépassent pour arriver à certains résultats. Et encore, ces résultats, quels sont-ils? Parce que tout peut être remis en question dans la condition d'écrivain, qui n'est pas non plus une condition solide, où à la fois, il faut faire état de ses propres fragilités en tant qu'homme, il y a aussi une condition, c'est une condition socialement peu reconnue finalement, parce qu'il n'y a pas de statut d'écrivain. Oui, tout à fait, c'est dur. Donc, voilà. Ça va y venir là-dessus. Mais dur, je ne dis pas ça. Vraiment, je fais quelque chose que j'aime. À partir du moment où je fais quelque chose que j'aime, je ne penserai jamais que c'est dur. Je vois tellement de personnes autour de moi qui sont malheureux dans leur travail. Moi, je suis heureux. Donc, c'est un grand avantage. Donc, je me plaindrai jamais là-dessus. J'ai vu mon père travailler en usine. Je l'ai vu faire des travaux de force. Ça rend très très modeste sur ses propres états d'âme. Oui, quand je parlais d'écrivains, vous avez raison de dire c'est bien parce qu'on a déjà quand même cerné des écrivains qui sont porteurs de quelque chose, des écrivains qui nous assènent de leur propre vérité ou des livres qui nous disent ce qu'il faut qu'on pense, et alors qu'un bon livre c'est quand même quelque chose qui vous ouvre des champs qui, quand vous avez fini, vous avez beaucoup moins de certitude que vous en aviez en commençant. C'est aussi ça, c'est ouvrir le champ des possibles. Aussi le rôle de l'écrivain, c'est pas aussi d'élargir un peu le champ de vision, ce que vous faites un peu dans vos ateliers d'écriture, etc. C'est pas le but aussi un peu de donner à voir ou de donner à... Parce que vous le disiez, comme moi, je suis comme vous
plus j'avance, j'ai cru avant on savait beaucoup de choses, mais ça me fait penser à Jean Gabin, qui, quand il chante des chansons, je sais, avec le temps, on sait qu'on ne sait jamais, quoi. Et c'est pas, est-ce que c'est pas aussi le rôle, justement, d'écrivain de réinterroger, de bouger, d'être des écrivains qui sont engagés, parce que c'est aussi, il y a différentes formes, c'est comme dans toutes les professions. Il y a des gens qui le sont moins, des gens qui sont plus, il y a des livres, vous en parlez, qui sont plus techniques, voilà. Mais globalement, ceux qui écrivent sur la société, sur l'universel, sur le vivre ensemble, est-ce que c'est pas aussi leur rôle de réinterroger et d'essayer de faire tomber des préjugés, des représentations? Oui, oui, tout à fait. Alors, sachant que moi-même, dans mon parcours d'écrivain, je n'ai pas écrit que des livres complètement engagés. Ouais. Et j'essaie vraiment aussi de... Voilà, ils me ressemblent finalement, ces livres-là. On me connaît aussi côté un peu déconneur, des choses comme ça. Je l'assume aussi et j'ai pu faire passer cette partie de moi-même dans mes livres. Mais effectivement, les ateliers d'écriture, c'est une occasion d'interroger l'intime chez les gens, mais via l'intime, les faire se poser des questions sur eux-mêmes et sur la société. Je ne viens pas en atelier d'écriture avec des idées préconçues. Je ne sais jamais de quoi sera fait un atelier d'écriture. Bon, évidemment, je viens avec Canva, je ne suis pas un total amateur. Et on me missionne en règle générale, on me dit, voilà, il faudrait faire plutôt tel type d'action pour tel type de public, etc. Mais la première chose que je fais, c'est je pose des questions. Je ne viens pas bardé de certitude et de ma science infuse. Et en entendant, en écoutant, déjà je m'enrichis et là naît une dynamique de questionnement et aussi des idées sur la forme, sur le fond, mais c'est vraiment pour moi la phase la plus importante, le dialogue, la construction commune et après l'exploration de son soi-même à travers l'écriture et essayer de développer un univers créatif, mais aussi interroger des questions de société. C'est très riche l'écriture et... Enfin, il y a une chanson de rap qui disait que le savoir est une arme, c'est exactement ça, ou Booba qui disait les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Je m'appuie beaucoup sur ce genre de phrase pour que les jeunes comprennent que l'écriture, vraiment fixer des idées ou des témoignages à un moment donné, fait exister à travers le temps, à travers ses propres limites géographiques, et qu'il est important de se réapproprier, de s'approprier d'ailleurs, même dans la plupart des cas, l'écrit pour raconter son histoire, raconter une histoire collective. C'est vraiment très très important. L'éducation populaire, j'y crois vraiment. Parce que je suis un enfant de l'éducation populaire. Ah, moi, j'en viens de l'éducation populaire, justement. Quelqu'un me disait un jour dans l'éducation populaire, ça reprend ce que je vous dis, ce que tu dis, c'est que quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, Akli, l'homme fort dans une réunion, c'est celui qui tient la plume. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vraiment un message, parce que quand on parle à des jeunes, parfois, on a tendance à associer le stylo à l'école, et l'école donc à une forme de punition. Mais leur dire que tout le savoir, quelque part, c'est transmis à travers des gens qui ont pris la plume pour bien vouloir l'écrire. Et qu'à un moment ou à un autre, si ce n'est pas vous qui la tenez la plume, d'autres vont raconter l'histoire à votre place. Et ce ne sera pas l'histoire telle que vous voulez qu'elle soit racontée. Elle sera probablement déformée. Donc, à un moment, prendre son destin en main, c'est aussi faire acte de témoignage, faire acte de réflexion et la fixer sur une page blanche, parce que c'est ce qui restera. Parce que je sais que rien n'a une durée formidablement longue dans ce monde et tout ça. Je sais que mes livres circulent, ils sont en bibliothèque aussi, donc disponibles, en librairie aussi, et leur destin dépasse ma propre capacité à me déplacer, ma propre réalité physique. Et je me dis que voilà, c'est un témoignage que je peux laisser. D'ailleurs, comme on le dit pour d'autres, pour ceux d'autres qui sont dans notre domaine, c'est pareil pour les écrivains. Quand on achète leurs livres, quand on le dit, c'est qu'effectivement on s'intéresse à eux. Et dans ces sociétés de consommation, malheureusement, c'est aussi une façon de faire valoir les écrivains qu'on a envie de voir, qu'on a envie d'accompagner, d'aider. Et donc c'est important d'aller, je le dis, je ne sais pas quoi dire, mais je le dis, il faut acheter ces livres, il faut effectivement, comme dans les spectacles, c'est nous qui faisons que la personne, eh bien, elle a un poids, et donc du coup on peut porter les combats que l'on souhaite voir porter si on y adhère, quoi. C'est surtout ça, il faut aussi pousser. Les gens parfois se disent ça sert effectivement d'accompagner, non seulement déjà on s'enrichit
ça nous nourrit, mais en plus on accompagne un écrivain à ce qu'effectivement il aille de l'avant et qu'il porte peut-être davantage un peu ses écrits. Oui. Mais alors, moi, quelle que soit la manière dont on me lit en bibliothèque, qu'on le lise dans la librairie, enfin, moi, ça me va. Ça vraiment. vous va, je sais. Ouais, voilà, Même sur les l'important, réseaux. moi, je mettrai toujours plus en avant ce que je peux écrire dans des livres, parce que c'est là où je développe mes véritables univers. Sur les réseaux sociaux, tant mieux aussi, hein, je veux dire, toutes les formes. Mais Moi, je rigole, j'aime lire sur les réseaux parce que je me délecte un peu parce que c'est toujours très subtil. Pas toujours, mais parfois. Oui, il y en a des bonnes, mais on ne peut pas toujours être bon, on ne peut pas tous les jours être bon, c'est normal. D'ailleurs, je ne veux pas toujours être forcément subtil, parfois sinon, je veux juste être... sinon, ça n'a plus d'intérêt, ça cache je n'ai pas de stratégie sur les réseaux sociaux, j'essaie d'être très spontané. Naturel, donc, la spontanéité, ma foi, parfois, on fait tout ça pour faire rire. Exactement. On a envie de connaître de la vie. Alors moi, il y a une question que je vous pose, je pense que les téléspectateurs et téléspectateurs se posent, ceux qui connaissent, ceux qui espèrent vous découvrir. Moi, je me suis toujours dit, et j'avais déjà posé la question, mais là, comme ça, tout le monde aura la réponse. Le petit Malik, c'est un peu votre histoire, et après, la petite Malika, c'est qui dans le truc? C'est toujours intéressant. Alors, vous allez nous en parler de livres, mais sur ces deux livres-là, c'est l'histoire de qui, en fin de compte? C'est quoi? Bon, c'est toujours qu'il y a un peu de partenariat, mais c'est quoi la base? Dans tous les livres, c'est toujours la même histoire finalement. Il y a une part de soi forcément, mais il y a une part qui est de fiction évidemment. Et je ne dis jamais la part de fiction ou de réalité. Et ce qui est bien, voilà, ça peut venir d'expériences personnelles, mais aussi en tant que témoin ou sinon des choses entendues. Voilà, lues. C'est tout un mix de choses qui me nourrissent et qui m'inspirent. Mais voilà, il y a une part de moi dans tous mes livres. Alors, le Petit Malika, à savoir aussi, et je ne voudrais pas oublier son nom, ça a été une coécriture avec ma sœur Habiba Mahani. Donc, il y a une part là pour le coup de nous deux dans ce livre-là. C'est vrai, parce que justement, voilà, donc il y avait bien vous et votre sœur, quoi. Il y avait mes sœurs, et on a écrit ensemble, mais pour le coup, c'est un jeu de cache-cache aussi, les livres. On s'inspire toujours de quelque chose, mais ce qui est drôle, c'est que les gens ne se voient pas forcément là où ils sont, parmi ceux qui nous ont inspirés en tant que personnages, et parfois des gens se voient là où ils ne sont pas. Donc, et parfois des gens me voient là où je ne suis pas et ne me voient pas où je suis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant la fiction, c'est qu'on peut recréer des mondes, et à la fin, ça devient de toute façon totalement fictionnel. Quand on est dans le Petit Malika, je trouve que même quand on écrit, il y a quand même beaucoup de connivence entre toi et ta sœur, parce que ce livre est quand même montre bien qu'il y a de la connivence, quoi. Si c'est coécrire un livre comme ça montre bien quand même qu'il y a une certaine harmonie, une connivence entre toi et ta sœur. Oui, il y a une grande connivence. Dans la famille, on est très très unis. Avec ma sœur, il y a en plus cette connivence littéraire qui nous unit. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu... Elle est plus jeune que toi ou... Elle est plus jeune que moi. C'est la dernière alors du coup. C'est la dernière effectivement. Je n'aurais pas pu écrire ce livre avec qui que ce soit d'autre. Je ne me vois pas écrire à quatre mains avec une personne voilà, qui serait autre que ma sœur jusque-là. Je veux dire, rien n'est figé, mais il y a une totale relation de confiance, pas de question d'ego entre nous, de savoir ah oui mais tu as dépassé là, non là tu aurais dû me laisser, non, vraiment on essayait vraiment de faire pour le mieux pour le livre, donc du coup ça a été une collaboration, mais j'ose pas parler de collaboration avec ma sœur, c'est plus que ça, une fusion quelque part idéale, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même une grande part de féminité dans la petite Malika qu'il en fallait. De toute façon, le personnage est féminin. C'est pour ça que l'histoire de la petite Malika, c'est que après le Petit Malik, beaucoup de gens m'ont demandé la suite. Parce que le Petit Malik se déroule de 5 à 26 ans. Et on le voit et ça s'arrête à 26 ans. C'est comme ça que moi j'ai connu la Rocher, parce que c'est le Petit Malik, ça avait fait un peu un boom. Alors je sais pas si aujourd'hui on laisse ça de la même façon, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose qui donnait un petit peu... C'est sûr, un des premiers qui utilisait ce terme, un nom comme ça, le Petit Malik, d'écrire ça comme à l'époque, on prenait d'autres termes d'un terme, je ne sais, ça avait fait un petit boom à l'époque. Oui, et du coup il y a eu cette demande, et moi ça ne m'intéressait pas de faire le Petit Malik 2, le Petit Malik fait du ski, le retour de la vengeance du Petit Malik. Non, il fallait que Martine, voilà exactement, un Petit Malik à la plage ou voilà. C'était vraiment, je me suis dit écrire d'un point de vue féminin ça pourrait être pas mal, et je me suis lancé moi tout seul au départ, et ça ne sonnait vraiment
pas juste en fait. Et Mais je il me faut suis ne dit, pas, ouais. voilà, dans quelle personne, enfin femme, écrivain, je pourrais connaître. Et évidemment, le nom de ma sœur est tout de suite sorti parce que ma sœur a écrit aussi un premier roman qui s'appelait Qui fait sa race, hein, et voilà, elle a ses propres univers. C'était pas une façon de recréer des réunions de famille à travers l'écriture d'un livre. Non, Puis vraiment, elle a engagé aussi, comme vous, elle a ses engagements ouais, associatifs, très engagés aussi. elle est formidable, ma sœur. Elle est vraiment. On a fait beaucoup d'interventions ensemble. Elle est encore plus réservée. Elle est plus réservée que moi, donc on la voit moins. Mais c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup et qui humainement qui est formidable et dont j'admire le travail d'écriture. Donc c'était la personne idéale, la personne rêvée. Voilà, en fin de compte, et les deux derniers, vous devez marcher par tranche de deux, en fin de compte, chez les Rajdi, complices et chacun sa complicité, non? Ouais, non, mais c'est plus compliqué parce que vraiment, on a des affinités qui traversent même les générations, donc on est assez liés tous. On a un esprit uni, un esprit de famille. Clanique un peu. Ouais, mais sans exclure les autres. Non, on n'exclut donc pas, voilà. mais les autres ont le Mais c'est clair sentiment. qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est très important d'avoir ce socle parce que beaucoup n'ont pas cette chance, enfin beaucoup, encore dans nos familles, dans nos pays, on a la chance d'avoir des vraies valeurs familiales, mais on peut voir parfois que des structures familiales éclatées peuvent conduire à des situations, des tourments intérieurs très durs. Là aussi, j'ai été plutôt épargné de ce point de vue-là. En ayant cette famille-là, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est pour ça que j'ai du mal à me plaindre, à me sentir comme quelqu'un de... Voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir cette famille, de faire ce que je fais. Et la vie continue, quoi. Alors oui, parce que c'est vrai que là, c'est la famille berbère dans son organisation, la mère Abissa, parce que vous êtes vivre, moi je le vis parce qu'effectivement moi aussi, moins nombreux, mais on a cette complicité qui, pour les pièces rapportées, ça pose problème parce qu'elles se disent, mais attends, on ne peut pas rentrer dans ce cercle, quoi. Il y a une connivence, il y a une telle connivence entre les frères et sœurs, il y a telle que ça fait bloc, c'est ça, c'est ça le. On est accueillant pour les pièces rapprochées. On est accueillant, mais le cœur du ne recteur. mets pas de problème avec la belle famille. Voilà, tout va bien. La belle famille, non mais c'est ce qu'on dit, non mais c'est très dur, c'est vrai que parce que c'est pour les gens, mais c'est une qualité. Ce que je veux dire, ça montre qu'effectivement là on peut, et tu disais tout à l'heure, je m'entends bien avec tel et tel, on peut effectivement là saluer le travail le rôle des parents, parce que c'est les parents qui cimentent un peu cette fratrie. Ah oui, bah, les parents, vraiment c'est le ciment dans la famille, quoi. Ce sont nos inspirateurs, ce sont les gens qui comptent le plus, leur fierté nous rend fiers de nous-mêmes, et beaucoup plus que n'importe quelle autre forme de reconnaissance. Et donc c'est vraiment important. La famille, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi, pour toi, et j'imagine pour beaucoup de téléspectateurs. Pour les gens qui veulent réussir aussi, c'est vrai que ça aide à la réussite aussi. Mais ça nous permet de décoller, ça nous donne un socle. À la rigueur, ça me suffit pour être qualifié comme une réussite. Vraiment, voilà. À partir du moment où mes parents, ma mère en l'occurrence, parce que mon père, Allah yarhamou, il est décédé, c'est à partir du moment où elle peut être fière de moi, de nous, ma foi, c'est ma réussite. C'est ta réussite aussi, ouais. C'est bien de le voir comme ça. Et donc là, en parlant de réussite, c'est quoi l'actualité de Mabrouk dans les mois qui viennent? Il y a un livre en préparation. Il y a des livres en préparation. Alors, mais quand on livre en préparation, c'est difficile d'en parler parce que... Il est en préparation. Voilà, ils sont en préparation et j'en ai deux, mais c'est difficile d'entrer dans les détails parce que c'est une matière vivante qui peut beaucoup changer. Mais voilà, il se pourrait qu'on entende parler de moi en 2018 pour des parutions de livres. Atelier d'écriture, oui, j'en fais pas mal, là, c'est certain, là, pour des jeunes. C'est un engagement fort chez vous, ça. Ouais. Une volonté de transmettre, d'accompagner, d'aider, de faire bouger les lignes. Oui, je lisais récemment une citation de Picasso qui disait que le sens de la vie est de trouver un don et le but de la vie est de le partager. Et je me suis retrouvé dans cette définition-là parce que voilà, les réussites
sont décuplées lorsqu'elles sont, enfin les réussites, les accomplissements en tout cas, parce que pour moi j'associe la réussite à l'accomplissement. Voilà, parce qu'il faut, ne valent que s'ils sont partagés à la fin. Et donc tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que je peux continuer d'apprendre, me sert à transmettre. Mais plus que le transmettre, il y a une dimension unilatérale à la transmission, vraiment à échanger, parce que j'apprends plein de choses des jeunes, des adultes. Donc c'est vraiment une dynamique, une interaction qui nous pousse tous, enfin dans le meilleur des cas. Et donc ouais, je fais des ateliers pour je vais faire des ateliers pour des collégiens à la Courneuve. Je vais faire des ateliers pour des jeunes de 15 à 25 ans à l'Institut de culture d'Islam. Et je fais des ateliers pour des adultes à Saint-Denis. Et donc, si on veut vous solliciter pour venir faire des ateliers sur sa vie, dans son association, on passe par quel canal ? Ah, là, généralement les gens viennent me voir, enfin, c'est par bouche à oreille, donc on arrive toujours à trouver quelqu'un qui me connaît. Mais alors, si un inconnu total, là, peut-être que Facebook, voilà, ce serait le canal, voilà, exactement, là, le canal idéal. Voilà. Il vous envoie un message privé, il vous sollicite et vous répondez. Je sais que vous répondez rapidement à tout le monde, tout le temps. J'essaie d'être le plus rapide voilà, possible. Et vous répondez tout le temps aux sollicitations. Quand on vous sollicite pour faire des aides, des aussi, vous êtes toujours souvent disposé. Toujours. Ça dépend, parce que comme je voyage aussi pas mal, mais le plus souvent possible, j'essaye de répondre favorablement aux sollicitations. Voilà, c'est le truc. Alors, l'émission va toucher à sa fin, parce qu'on ne s'en lasserait pas de vous écouter nous narrer, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, ou alors à votre famille, ou à votre sœur, co-écrire avec vous. Enfin, voilà, c'est votre émission, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire passer des messages à ceux que vous aimez, ceux à qui vous n'avez pas pu dire des choses... ne t'inquiète pas, ma famille, ma sœur, elles savent très bien quand j'ai quelque chose à leur dire, soit je vais les voir, soit je leur téléphone, donc j'ai pas besoin de la télé pour leur dire. Aux téléspectateurs, je leur souhaite la santé, la joie, de s'accomplir eux-mêmes. Après, c'est des choses assez bateaux, mais c'est finalement les choses les plus importantes. Je veux dire... de s'accomplir aussi, de s'accomplir, de vivre en paix avec eux-mêmes et avec les autres, et aussi d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à la folie du monde, à ces instants qui se succèdent, à cette rapidité qui nous empêche de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre propre condition, sur nos actions. Et je leur conseillerais aussi de lire beaucoup. Lire des livres, pas forcément les miens, je ne suis pas là pour faire le VRP non, mais moi, je sors d'un éblouissement littéraire, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Là où j'ai laissé mon âme » de Jérôme Ferrari. Voilà, c'est dans ces moments-là de pur bonheur de lecture que je sens le sens qu'il y a à écrire aussi pour transmettre ce genre d'émotions. Enfin, c'est un livre qui peut toucher pour le coup beaucoup des téléspectateurs, parce que ça parle de la guerre d'Algérie, de la torture pendant la guerre d'Algérie. Ça montre la part de bourreau qui peut exister en chacun des êtres humains, pour peu qu'ils soient mis dans certaines conditions. Donc cette part de nous-mêmes qui peut nous échapper, et cette part de nous-mêmes qu'on peut se réapproprier malgré tout, en essayant de lutter contre ces formes de déterminisme et ce poids de l'histoire écrasant. Donc voilà, lire nous enrichit, et voilà, et lisez aussi sur notre culture aussi, enfin, nos propres auteurs aussi. Voilà, c'est une façon d'affirmer sa fierté d'être soi-même. Donc c'est quelque chose que je ne saurais que trop répéter. Bourdieu est un auteur de chez nous, hein, si je puis dire. Oui, puisqu'il a commencé la sociologie en Kabylie. Habitus, tout ça, c'est sur les villages kabyles, sur l'organisation et tout ça, avec Abdelmalek Sayed. C'est comme ça qu'ils m'ont connu, ils ont travaillé là-dessus. Donc on voit bien ce que vous dites, c'est qu'il faut s'intéresser à l'autre. Quel qu'il soit, l'autre, c'est une richesse. Voilà, l'autre, c'est une richesse. Nous-mêmes, nous sommes des richesses aussi pour l'autre, pour peu qu'aussi on échange avec les autres. Parce que là aussi, en parlant de mon expérience avec des jeunes, parfois j'interviens donc dans des classes et je leur demande alors quelle est votre culture, et eux s'excluent du domaine de la culture en disant nous n'avons pas de culture. Je dis ça n'existe pas des gens sans culture. Eux, ils associent la culture avec ce qu'ils apprennent à l'école, Victor Hugo, Balzac, Zola.
non, mais à un moment, on est tous porteurs de cela, tous porteurs de cette richesse-là, et on peut tous en être fiers. Donc, à un moment, s'affirmer aussi, parce qu'on parle beaucoup, et à juste titre, de modestie, d'humilité, mais la création, l'acte des créations, dire qu'on peut... on a quelque chose à dire dans ce monde, et c'est porté par une ambition, et il faut aussi pouvoir l'assumer. Ce que je dis aussi aux jeunes, vraiment, quand ils sont face à la feuille blanche, c'est arrêtez de penser à tous vos devanciers, arrêtez de penser que vous n'êtes pas légitime à le faire, faites-le. Faites-le, parce que et si vous n'êtes pas porté par cette ambition-là, d'autres l'auront et écriront à votre place. Et ce que vous pensez d'ailleurs, et donc distordront votre propre pensée, parce que personne ne peut penser à votre place. Et voilà, il y a un premier mouvement qui est de l'affirmation, et l'affirmation suppose un minimum de fierté. Et c'est vrai que vous avez raison, il faut lire beaucoup. C'est pour ça que j'invite aussi, j'ai parlé d'Abdelmek Saïd, parce que c'est un écrivain, un sociologue, mais qui a écrit, qu'on connaît très peu. Ouais. Et pourtant, on parlait de culture, c'est un des plus grands sociologues. C'est-à-dire qu'il est du niveau de Bourdieu et d'autres. Je veux dire, c'est quand vous lisez ses écrits sur l'immigration, quand il dit quand on est hôte, on s'intéresse pas aux affaires de famille, on comprend pourquoi aujourd'hui, quand on veut exister, on n'y arrive pas. Et il avait conclu en disant exister, c'est exister en politique, c'est exister politiquement. Il faut qu'on soit un véritable jeu. C'est pas exister dans les préjugés, la représentation. Donc tout ça, il faut peut-être. Et vous avez raison de passer ce message. C'est pour ça. Et on doit être aussi fiers d'Imam Rajdi, etc., qui sont aussi des écrivains qui donnent une visibilité à des gens qui ont envie d'avancer, de réussir. J'essaie en tout cas, voilà, mais là tu as tout dit, Akli, donc je ne sais que... Je ne saurais que répéter, et avec beaucoup moins de talent que ta faconde t'incline à le dire, ce que tu viens de dire. Oui, lire Sayad, parce que on apprend, oui, sur la condition de l'immigration, les conditions de l'immigration d'ailleurs, et les conditions de vie des immigrés. Lire Bourdieu, il avait d'ailleurs écrit sur le NIF, justement. Bien sûr. Voilà, mais il était kabylisé, Bourdieu, hein, c'est 100%. Hein. Lire aussi, voilà, les romanciers. Il y a où il y a une vraie culture de romanciers, Kateb Yassine, voilà, il y a Mouloud Mamri, voilà, Mouloud Feraoun, voilà, on peut en citer plein des comme ça. Voilà, exactement. Donc on connaît, voilà, Kateb Yassine. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on interroge, les jeunes sont prompts à se dire algérien, par exemple. On va dire, t'es quoi? Des franco-algériens vont dire je suis algérien, des franco-sénégalais vont dire je suis sénégalais. Okay. Mais ils ne connaissent pas la culture. Qu'est-ce que tu connais? Cite-moi un écrivain algérien. Et c'est le Grand Blanc. Dit. Donc, et cite-moi un chanteur, un artiste. C'est compliqué. C'est donc, fou, hein. voilà, donc il faut emplir cette étiquette qu'on se colle à soi-même d'une réalité concrète. Donc, à un moment, tant qu'à l'être, et on peut être français et algérien, je veux dire qu'on peut être 100% les deux, c'est pas une question de partition, tant qu'à l'être, autant aussi s'intéresser à ce qui est fait par les gens. Et là, on a parlé d'auteurs des générations passées, mais aujourd'hui, la culture est très très riche. Hein, je veux dire, voilà, il y a plein d'auteurs qui font vivre la culture. Quoi qu'on en pense, Esmila Kadra et d'autres aujourd'hui, ou c'est bien pas. Et même, vous avez raison, chez les jeunes d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique, parce que le Maghreb c'est l'Afrique aussi, ils connaissent pas Chiran Pateba, c'est-à-dire que, y compris dans les gouvernants africains, ils ont l'image qu'on leur montre dans la télé, mais ils savent pas qu'on a eu des gens comme Lumumba. Faut lire Lumumba sur la colonisation. Faut lire les écrits de Lumumba sur la colonisation. Si on veut comprendre la colonisation, il faut aussi lire Mamadou Dia sur l'autodétermination des peuples. Et les gens connaissent pas. Et je trouve que c'est bien que vous parlez, vous êtes là pour leur dire d'aller chercher ça, d'aller tirer la racine. Ouais, moi j'essaie d'être une fenêtre, hein, vraiment pour ces gens-là, parce que je pense pas que tout commence et tout finit par ce que j'ai pu écrire. Donc voilà, et j'essaye d'être vraiment un sas. Voilà, on peut lire, mais on peut lire aussi d'autres, et c'est important pour moi d'être un passeur, donc d'écriture et d'un passeur de découverte. Et même, enfin, j'ai beaucoup parlé d'auteurs maghrébins, algériens, mais
moi j'ai été nourri de littérature internationale, quoi. Je veux dire, Dostoïevski m'a appris, le livre qui m'a donné envie d'écrire, c'était Le Père Goriot de Balzac, voilà, j'ai Salinger, enfin parce que l'écriture c'est universel. C'est universel. On a parlé, mais l'écriture c'est universel. Oui, voilà, et on peut se reconnaître dans des personnages qui sont en Russie ou d'autres qui sont en Bolivie. Et ce qui est drôle, c'est que mes propres livres ont pu être traduits de pays aussi improbables que le Japon ou l'Italie. Et donc d'autres d'ailleurs, des gens ont pu se reconnaître en fait à travers des personnages que j'ai créés et qui ne sont pas que des jeunes de banlieue qui ne parlent que de problèmes relatifs à la société française. Non, c'est aussi des gens qui sont traversés d'émotions, de passions, qui peuvent parler à tout le monde. Et ben, sur ces mots de l'invitation de voyage, l'émission touche à sa fin. Donc, Mabrouk, merci d'être passé nous voir. Merci Akli. Merci à vous toutes et tous d'être fidèles à ce rendez-vous. J'espère que vous avez, comme moi, apprécié notre invité, comme tous les autres d'ailleurs, mais c'est toujours important de découvrir des choses nouvelles. Là, c'est l'écriture. C'était le premier écrivain que nous accueillons. Donc, j'espère qu'on en verra d'autres et ils seront les bienvenus. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous sur Beurre FM TV et je vous dis, au prochain rendez-vous à 20h. Bonsoir et bonne soirée.